Ce matin, je reçois le journaliste Michael Kor. Bonjour. Bonjour. Merci de venir chez nous de bon matin. Vous êtes grand reporter au journal La Croix et vous signez ce livre aux éditions Bayard, Le Central. On le voit mieux comme ça. On vous reçoit, c'est un peu un hasard, alors qu'Emmanuel Macron se rend à Roubaix après la mort de 3 policiers. Pour rappel, ils sont morts le week-end dernier lorsque leur véhicule a été percuté par une voiture qui roulait à grande vitesse, en sens inverse, conduite par un homme en état d'ébriété déjà connu des forces de police. Et d'abord, est-ce que vous connaissiez ces 3 jeunes fonctionnaires qui sont morts dans cet accident? Alors ils sont jeunes, hein, ils ont 24 et 25 ans, Ouais. ils ont été affectés à peu près au moment où moi je terminais mon travail. En tout cas, je connais de nombreux policiers qui les ont côtoyés, qui là en ce moment sont dans le cadre, dans l'enceinte de l'école de police. Et là, on m'envoyait juste avant que je rentre en plateau un SMS en me disant on va leur dire un dernier au revoir avant de re-rentrer dans la folie du monde. Oui, Emmanuel Macron va présider des cérémonies sur place tout à l'heure à 11 h. Des drames, des chocs, les commissariats, ils en connaissent. Comment est-ce qu'on réagit au sein d'un commissariat après un drame comme celui-là? Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on se tait? Alors déjà, l'une des choses que ce drame révèle, je trouve, de manière paroxystique, c'est l'omniprésence dans un commissariat et dans l'univers policier de la mort, du rapport à la mort. Ouais. Les policiers, ce sont eux qu'on appelle quand il y a une découverte de cadavres, et puis ce sont eux qui, en permanence, interviennent sur des accidents. Alors là, c'est un accident avec des collègues, mais le primo-intervenant sur cet accident, c'était un policier de Roubaix, qui en fait allait au boulot, il n'était pas encore en service. Mais sur cet accident, il y a eu aussi des policiers de Lille qui sont intervenus, la police technique et scientifique, etc. Si je dis ça, c'est parce que un policier, dès son plus jeune âge, quand il rentre dans la police, il est confronté à la mort. Sa mort potentielle, la mort potentielle d'un collègue, la mort qu'il doit annoncer aux parents d'un accidenté de la route, etc., etc. Les autopsies, j'ai pu raconter dans ce livre la première autopsie d'un jeune policier après qu'une personne soit tombée d'une fenêtre pour vérifier, eh bien, est-ce qu'elle s'est suicidée, est-ce qu'elle a pu être poussée, etc. Il y a une psy de la police qui me dit ce rapport à la mort, il a quelque chose d'effractant pour le psychisme, comme si elle venait cambrioler la tête du policier. Ouais, c'est des événements traumatisants. Vous en parlez beaucoup dans votre livre de cette confrontation à la mort. Certains vous expliquent qu'en gros, pour eux, ça revient presque à examiner eh bien, un objet. Enfin, on est dans le cadre professionnel. On se détache du fait qu'on a en face de soi une personne, sauf à des moments déclencheurs. Soit un policier qui reconnaît, qui va à l'autopsie d'un enfant qui a le même pyjama que son fils, d'autres qui se retrouvent face à l'autopsie d'un collègue. Et c'est un déclencheur parfois dans leur carrière. Mais c'est intéressant parce que dans le travail de police, peu importe de quoi on parle, qu'on parle de maintien de l'ordre ou qu'on parle là de l'autopsie, il y a toujours une sorte de tension que je trouve passionnante, et c'est ce que j'ai un peu essayé d'investiguer, entre d'un côté quelque chose de très technique. Ouais. Faire de la police, c'est très technique. Quel que soit le travail de police, hein, c'est parce que c'est très judiciaire, parce que ça répond. Et en fait, souvent, cette technicité, on ne la connaît pas. Par exemple, qui sait ce que c'est que le service de car dans un commissariat? Tout le monde sait ce que c'est que les urgences dans un hôpital. Ouais. Eh bien, le service de car dans un commissariat, ce sont les urgences judiciaires. C'est là qu'on présente une personne interpellée et qu'on va décider, par exemple, de son placement en garde à vue. Mais ce sont aussi eux qui vont se déplacer s'il y a une découverte de cadavre. Et donc, il y a une tension entre cette dimension très technique du travail et puis, évidemment, toutes les émotions. La peur, l'adrénaline, etc. Et cette gestion des émotions qui est parfois un tabou, enfin en tout cas qui est un grand sujet. Qu'on essaie de cacher, ou alors qu'on parle entre soi, mais avec beaucoup de pudeur. Vous parlez du car, et puis vous parlez de ces métiers qu'on connaît peu, ou plutôt ces fonctions qu'on connaît peu au sein d'un commissariat. Je pense par exemple au geôlier, celui qui est chargé de surveiller les gardés à vue, qui est lui-même dans une boîte, à côté de ces gardés à vue qui sont aussi dans des boîtes, qui subissent des colibés, des insultes, plus les odeurs d'urine. Votre livre, il ne cache rien. Il est très cru, et notamment ces métiers qui sont jugés ingrats par la police, y compris au sein de la hiérarchie d'ailleurs. Oui, en fait, les 3 jeunes policiers là, qui sont morts, donc des policiers de Roubaix, ce sont des polices secours. Donc ce sont des gardiens de la paix, des missions de police secours. C'est la mission dont on débat le moins quand on parle de la police. C'est en fait leur mission première, c'est de répondre aux appels 17. Et donc ces policiers, ils sont tantôt dans la rue, et puis parfois ils font des vacations, c'est-à-dire leur mission, c'est d'être 8 heures de rang dans ce petit bocal avec une vision panoptique sur toutes les cellules, et ils doivent garder les gardés à vue. Et c'est une mission qui est très compliquée, très technique. Je prendrai qu'un seul exemple. J'ai mis plusieurs mois à Roubaix à comprendre
pourquoi il y avait en haut de grandes étagères en métal des casques de moto. Et à un moment donné, un policier m'a dit, en fait, quand on parle là du fait que les Français vont de moins en moins bien psychologiquement après les confinements et tout ça, quand on est dans les geôles, en cellule, on le voit. Des personnes qui décompensent, des personnes qui sont en manque, etc. Et en fait, parfois, les personnes, et ça je l'ai vu de mes propres yeux en cellule, se tapent contre les murs, se tapent la tête, et dans ce cas-là, les policiers, parfois, les menottent et puis leur mettent un casque de moto, ce qui est absolument illégal, mais ils me le disent en fait, comment faire autrement ? Vous racontez le temps perdu en paperasse, les heures supplémentaires non payées, les jours de récupération qui s'accumulent, qui ne sont jamais posés, l'épuisement, la lassitude, les burn-out, le sentiment de vider la mer avec une petite cuillère. Comment est-ce que les policiers parviennent à faire leur métier dans ces conditions ? Alors, certains arrivent à plus ou moins prendre du recul. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, il y a eu un rapport de la Cour des comptes sur le fait qu'il y ait de plus en plus de policiers qui quittent la police. Ouais. Alors, la première raison, on ne va pas y revenir, c'est parce que la police municipale attire, parce qu'aussi elle paye mieux, etc., etc. Mais la deuxième, c'est une sorte de perte de sens. Et je trouve ça très intéressant que la Cour des comptes le pointe. C'est-à-dire, quel est le sens de la mission police ? Et ça, c'est souvent un sens qui n'est pas expliqué. C'est-à-dire que si on considère que la police, son travail, c'est de supprimer le trafic de drogue, et parfois le discours politique tend à ce genre d'idéal ou d'idées un peu naïves, en fait c'est sûr qu'à la fin de l'année on fait le bilan que c'est pas terrible. Par contre, si on considère que le travail de police sur tel quartier, il est de travailler sur l'environnement, faire en sorte que les dealers qui s'étaient introduits dans tel hall d'immeuble et qui interdisaient l'accès aux habitants, que les dealers en fait ils existent toujours, le point de deal existe toujours, mais en tout cas ils se sont déplacés, on a amélioré la vie de ces personnes-là. Dans ces cas-là, on peut se dire que son action a eu un effet. Alors c'est peut-être pas mirobolant, mais en tout cas son action a eu un effet. Et souvent, ce que j'ai pu observer, c'est que le niveau de frustration et de la manière dont les agents vivent leur métier dépend aussi tout simplement des buts qu'ils se donnent et des buts que la hiérarchie leur donne. Oui, à un moment, vous déjeunez avec un commissaire qui vous dit si la situation, vous lui demandez si la situation s'est améliorée depuis son arrivée, et il se compare en gros à un cancérologue qui ne peut que traiter les effets et pas les causes. Il vous dit que les policiers ne sont pas là pour faire baisser la délinquance parce que le système ne suit pas derrière. Moi, ce que je trouve passionnant, c'est qu'on s'interroge toujours, quand ça ne va pas dans la police, aux gestes ou aux paroles de l'agent qui est sur le terrain. Ouais. Mais en fait, moi, ce qui m'a intéressé dans ce travail, parce que j'avais accès aussi à la hiérarchie, etc., c'était quels ordres, qu'est-ce qu'on leur demande. Et c'est là qu'on voit que le travail de police est toujours en tension. Je prends les violences conjugales. À un moment donné, on se dit en société, les violences conjugales, c'est notre priorité. Et du coup, ça se traduit policièrement. C'est-à-dire qu'on crée à Roubaix une brigade de lutte contre les violences conjugales. Donc c'est du judiciaire, donc ce sont des fonctionnaires, ce sont plutôt des femmes et plutôt des jeunes, mais il y a aussi quelques hommes qui travaillent exclusivement là-dessus. Bon, à la fin de l'année, donc au bout d'un an, ces fonctionnaires se mettent à travailler sur 100 affaires par tête, 1000 affaires. Ça veut dire que Marion, 24 ans, quand elle arrive le matin au travail à Roubaix à 9h, elle a 100 dossiers de femmes potentiellement victimes de violences sur lesquels elle doit travailler. Il y a plusieurs manières de voir ça. Donc de voir tout simplement le fait qu'il y ait énormément de... La première, c'est de se dire, c'est pas la police qui va résoudre par sa seule action la question des violences conjugales en France, tout simplement parce qu'il y en a trop. Après, s'il y en a trop, c'est aussi parce qu'il y a une sorte de libération de la parole et que du coup, il y a des affaires qui auparavant n'étaient pas judiciarisées et qui aujourd'hui le sont. Maintenant, la question que ça pose, c'est comment on permet aux policiers de faire leur métier dans un cadre souhaitable, parce que c'est dans l'exemple que je prends là, il y a eu, au courant de l'année que moi j'ai suivi, il y a eu 2 fonctionnaires qui sont partis en burn-out parce qu'elles avaient beaucoup trop de dossiers. Il y a un chapitre aussi où vous évoquez la question des contrôles aux faciès. Vous racontez la défiance d'automobilistes contrôlés par les policiers, qui sont là plutôt gentiment, qui recherchent une jeune fille qui est portée disparue. Donc ils installent des barrages routiers, ils contrôlent au hasard les voitures. Et globalement, il y a une espèce de méfiance, de défiance d'une partie de la population, de gens qui se font contrôler et qui insultent déjà les policiers. Comment ils le vivent, ces policiers que vous avez suivis ? Comment faire pour que l'opinion de la population change ? Alors, l'anecdote que vous preniez dans ce livre, c'est à un moment donné où les policiers arrêtent une fourgonnette blanche. Ouais. À l'avant, il y a 2 femmes voilées. Et la plus jeune, en fait, elle a vraiment un regard de rage et de détresse parce qu'elle a le sentiment d'être arrêtée parce qu'elle est voilée. Ouais. Les policiers contrôlent le véhicule, l'arrière, et puis les laissent partir. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que moi qui étais dans la voiture de police, je sais que sur les
raison, à ce moment-là, on avait annoncé un kidnapping d'enfants en Belgique, et qu'en fait, si les policiers avaient arrêté ce véhicule, c'était parce que il correspondait au signalement. Mais ça montre deux choses. C'est d'une part que les policiers, en fait, expliquent peu leur action. Quand ils sont sur le terrain, ils disent peu pourquoi ils travaillent, etc. Il y a un rapport police-population aujourd'hui qui, pour un certain nombre de raisons, est quand même assez dégradé, et je pense qu'il y a un déficit d'explication de pourquoi on fait les choses, etc. Alors les policiers sont très très rétifs à cette idée. À mon avis, on pourrait beaucoup progresser là-dessus. La deuxième, c'est que d'un côté, les policiers pourraient progresser en expliquant mieux leur action, de l'autre, il faut aussi que nous, société, on comprenne mieux pourquoi ils travaillent comme ci ou comme ça. Des policiers racistes, ça existe. Des policiers qui vont harceler quelqu'un, ça peut exister. Et dans ce cas-là, ça peut être sanctionné. Il y a des recours possibles. Mais par exemple, ça arrive que le procureur, moi j'ai déjà entendu un magistrat prendre un 78.2, c'est un code, un article du code pénal, pour dire, bah, en fait, vous me harcelez ce quartier. Le 78.2, ça permet de contrôler l'identité de personnes dans un temps donné, à des horaires donnés, sur un quartier donné. Et dans ce cas-là, les policiers sont autorisés, c'est même ce qu'on leur demande, du coup, d'aller en fait voir les gens et de leur demander leur identité, etc., de les harceler, entre guillemets. Le problème, pardon, c'est ça, les ordres, le souci entre la police et la population, parce qu'on repense aux manifestations des Gilets jaunes et des violences parfois extrêmes, autant de la part des manifestants que des forces de l'ordre. Pareil pour les manifestations contre la réforme des retraites. Le problème vient d'abord des ordres qui sont donnés aux policiers ou des comportements Non, le problème vient du fait qu'il y a toujours une tension, que ce soit en manifestation, que ce soit dans la lutte contre le trafic de drogue. En manifestation, il y a une tension. Soit, par exemple, si je suis un peu caricatural, soit vous laissez casser des rues, entre guillemets, vous laissez casser et puis en fait vous intervenez ensuite, vous interpellez des personnes qui ont cassé. Mais dans ce cas-là, vous pouvez avoir une émotion dans la population en disant, bah voilà, il y a eu énormément de casse lors de cette manifestation. Soit vous intervenez un peu plus en amont à partir d'un travail de renseignement, donc vous êtes sur une police plus administrative et vous essayez d'interpeller ou d'empêcher de manifester des personnes que vous identifiez comme étant des leaders du bloc, et donc vous essayez de les empêcher de casser, mais dans ce cas-là, eh bien, la gauche peut juger que c'est liberticide, etc. Et vous êtes dans cette espèce de tension. Pareil sur le trafic de drogue. Soit vous êtes dans du pur judiciaire, vous montez des écoutes, vous êtes dans du travail de sous-marin, vous voyez, dans ces camionnettes avec des vitres teintées. Et pendant un an, vous suivez un point de deal pour essayer de le démanteler en tapant sur la tête du réseau. Mais dans ce cas-là, le but, c'est d'être le moins visible sur le terrain, d'embêter les dealers le moins possible. Et en même temps, à ce moment-là, bah, vous allez avoir des gens qui vont dire, bah non, mais nous, on veut voir la police. On veut que les dealers, quand ils mettent la musique trop forte, il y ait la police qui vienne et puis qui les embête. Il y a toujours des sortes de tensions comme ça dans ce qu'on leur demande. Mais ça, les policiers s'en plaignent effectivement, mais c'est matriciel du travail de police. Et ils dénoncent notamment ce qu'ils appellent le darwinisme, notamment. Hein. On en parle beaucoup dans ce livre qui s'appelle Le Central. C'est donc édité aux éditions Bayard. Je suis désolé, on a très peu de temps. On doit déjà terminer cette interview. En tout cas, je vous remercie, Michael Kor, d'avoir été notre invité ce matin. Et merci à vous de nous suivre sur France 24. On se retrouve dans un instant. 3 minutes pour un nouveau journal.